نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, la droite française connaîtra ce soir son candidat à la présidentielle de 2017. Le second tour de la primaire oppose ce dimanche François Fillon, le favori, à Alain Juppé, le challenger. En Syrie, 22 rebelles pro-turcs auraient été blessés lors d'une attaque chimique menée par le groupe État islamique dans le nord du pays. Et clap de fin sur le 16e sommet de la francophonie à Antananarive, et cet appel notamment à une plus grande mutualisation de leurs actions dans la lutte contre le terrorisme. Je vous disais en titre, la droite française connaîtra ce soir son candidat à la présidentielle de 2017. Le second tour de la primaire oppose ce dimanche François Fillon, le favori, donné largement gagnant dans les sondages, à Alain Juppé, le challenger. Les explications de Raphaël Vivant. Arrivé loin derrière François Fillon au premier tour, Alain Juppé ne s'avoue pas pour autant vaincu. Vous savez, j'ai fait ce qu'il fallait faire et j'en suis très fier. Voilà. Et on va gagner ce soir. Le maire de Bordeaux, qui a voté ce dimanche matin dans sa ville, mise sur le rassemblement avec un programme libéral qu'il qualifie d'humaniste. François Fillon, lui, met le cap à droite. Il assume un projet très libéral sur le plan économique et conservateur sur les questions de société. Les votants devront donc les départager dans les 10 000 bureaux de vote répartis sur le territoire. Mais la grande inconnue de cette journée, c'est le taux de participation. Au premier tour, près de 4 300 000 Français se sont déplacés. Seront-ils aussi nombreux ? Autre question clé, Nicolas Sarkozy éliminé, les électeurs de gauche vont-ils cette fois encore se déplacer pour soutenir Alain Juppé ? Un candidat plus centriste que François Fillon, la révélation du premier tour. Longtemps relégué au rôle de figurant dans les sondages, l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy est arrivé en tête avec plus de 15 points d'avance sur Alain Juppé. Une fois départagés par les électeurs, les deux hommes devront se rassembler. Une seule priorité alors, faire gagner leur camp à la présidentielle au printemps prochain. Pour en parler avec nous en ligne, Roger Hédé, chef du Parti de la Paix. Bonsoir, monsieur Hédé. Bonsoir. Alors toute la semaine, Alain Juppé a répété qu'il peut être la surprise du second tour, avec plus de 15 points et 600 000 voix de retard. Le maire de Bordeaux a-t-il encore une chance de l'emporter ce soir ? Il a la chance de l'emporter si 600 000 voix, parce que ces 600 000 voix sont venues d'ailleurs, celles qui ont projeté mon ami François Fillon en tête, étaient destinées à déloger Sarkozy. Une fois que Sarkozy est délogé, parmi ces 600 000 voix, on ne sait pas qui sont ceux qui sont venus de chez Marine Le Pen, ou ceux qui sont venus de la gauche. Ce qu'on sait certainement, c'est que aujourd'hui, ceux qui peuvent faire la surprise, c'est ceux qui viendront de chez Marine Le Pen pour écarter Fillon, qui est le candidat le plus sérieux et qui peut le plus la menacer au second tour. Justement, monsieur Hédé, le raz-de-marée Fillon n'a pas surpris que ses adversaires à droite. Au Front National, la percée du candidat libéral et conservateur inquiète. François Fillon, à votre avis, serait-il le pire adversaire pour Marine Le Pen et son projet de Frexit ? Sans aucun doute, et c'est la grande question de cette semaine, c'était celle de savoir combien, et c'est la grosse erreur de cette primaire d'avoir ouvert le droit au vote à qui veut venir voter en payant 2 € et en signant une charte qu'il peut jeter dans la poubelle 2 minutes plus tard. C'est ainsi que des personnes qui ne voteront pas dans les élections en 2017, ni pour Juppé, ni pour Fillon, sont venus pour jouer en faveur de l'un et de l'autre. Pour ce qui est d'Alain Juppé, il peut créer également la surprise s'il y a mobilisation du centre droit et du centre gauche en sa faveur. Car centre droit et centre gauche ne sont pas, voient en face un parti socialiste en état de décomposition avancée avec 3 candidats potentiels, le président de la République,
le Premier ministre, M. Valls, M. Mélenchon, la nouvelle gauche thatchérienne, comme l'a été M. Clinton aux États-Unis et comme l'a été Tony Blair. Donc là, il y a une inconnue, il y a une mobilisation. Les informations jusqu'à présent disent qu'il y a 10% plus de votes que le dimanche dernier. Donc il y a une masse qui est venue voter. Et ce n'est pas nécessairement une masse qui vient du Parti républicain lui-même, mais de ceux qui veulent influencer les résultats. Alors, Monsieur Hédé, vous connaissez personnellement François Fillon, que vous avez déjà reçu chez vous. Et Alain Juppé, bien entendu. Et j'ai autant de respect et de sympathie pour les deux. Alors, vous connaissez François Fillon personnellement, que vous avez donc reçu chez vous à Byblos. Monsieur Hédé, quelle sera, à votre avis, sa politique vis-à-vis du Liban et plus largement d'un Proche-Orient bousculé par les conflits et Daesh ? Alors, il y a une bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il est tout à fait engagé pour la protection des chrétiens d'Orient et pour la protection des chrétiens d'Orient, la symbolique de l'existence et de la survie du rôle chrétien dans un Liban libanais tel qu'il a été conçu et que nous appelons notre Liban, est sacré. Donc, de ce point de vue-là, il est libanais de cœur. Je ne dirais pas que M. Juppé est loin de là. Non. Au contraire, Juppé est également proche, mais il ne donne pas une priorité à cette question. Il donne la priorité plutôt à combattre également les terroristes venant de Téhéran ou soutenus par Téhéran, comme ceux soutenus par Daesh ou ceux soutenus par la Turquie, par les mouvements islamistes venant d'autres lieux. J'ai été surpris par le fait que durant le débat, François Fillon a parlé de l'Arabie Saoudite et du Qatar en négligeant de faire la balance, en parlant de l'Iran qui exporte sa mélocratie, les mollacraties, son islamisme déstabilisant et l'Irak et la Syrie et le Yémen et cherchant à déstabiliser tous les pays du Golfe. Monsieur Hédé. Il n'a pas fait la balance. Donc là, je crois qu'il a fait un peu du Donald Trump, tout en aussi soulignant une collaboration avec Vladimir Poutine afin de combattre Daesh. Bien sûr, pour combattre Daesh, il faut une grande alliance, mais elle ne peut pas être une grande alliance si elle n'inclut pas le monde arabo-musulman sunnite, car il reste la majorité écrasante du monde arabo-musulman. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Roger Hédé, chef du Parti de la Paix, pour votre intervention dans ce journal. Ce dimanche, l'armée israélienne affirme avoir tué 4 membres d'un groupe lié à l'organisation djihadiste État islamique, la brigade des martyrs de Yarmouk. Selon Tsahal, les terroristes auraient attaqué ces hommes dans la partie occupée par Israël du Golan syrien. Aucun soldat israélien n'a été blessé. Les explications de Cyril Payen à Jérusalem. Qu'il s'agit bel et bien d'une attaque, donc c'est une grande première dans cette région très volatile. Il s'agit d'éléments de la brigade des martyrs de Yarmouk, qui est une organisation qui a fait allégeance à l'organisation de l'État islamique il y a un an et qui est bien connue des services de sécurité israéliens pour opérer dans cette région, vous le disiez, du Golan, à la frontière avec la Syrie. Il se trouve cette unité exactement entre les 3 frontières dites jordaniennes, syriennes et israéliennes. Et on a un peu plus de détails maintenant sur le modus operandi. Ce qui a beaucoup surpris d'ailleurs l'état-major israélien, c'est que pour la première fois, à la mitrailleuse lourde, ces membres de cette rébellion islamiste a fait feu sur une unité de l'armée israélienne, des Golani, qui sont positionnés dans cet endroit avant que cette unité de l'armée israélienne n'essuie un nombre fourni de tirs de mortier auxquels ils ont répliqué extérieurement
extrêmement rapidement. Ce sont donc les premiers combats directs liés entre Israéliens et rebelles syriens avant que l'aviation israélienne n'intervienne et, vous l'avez dit, ne neutralise, ce sont les mots des forces armées israéliennes, 4 membres de cette unité islamiste. Priorité à la rédaction arabophone. Tout de suite, un extrait de l'intervention de Saad Hariri, le Premier ministre désigné, qui s'exprimait il y a quelques instants. دولة الرئيس شفناك هاليومين عم تتابع مجريات المؤتمر، هل راضي عن النتيجة حتى هذه اللحظة؟ الحمد لله راضي وإن شاء الله هذا المؤتمر مثل ما شايف ببين إنه قديش في حيوية تيار المستقبل، قديش في شغل انعمل لحتى ينجح هذا المؤتمر. الانتخابات عم تصير اليوم بكل شفافية وكل الناس عم تنتخب اللي بدها إياهم، ما في حدا فارض حاله على حدا، فإن شاء الله يكون هيدي قدوة للجميع. وإن شاء الله بعد ما ننتخب تيار المكتب السياسي هذا الشغل ببلش من بعد هذا اليوم. طيب وانت داعم حدا معين؟ يعني شو سمعناك دائما عم تكرر انه منك داعم لائحة معينة. انا داعم بالشباب والصبايا، هذا اللي داعمهم. Vous l'aurez compris donc, le Premier ministre désigné qui s'est exprimé après avoir voté au Centre Biel. Je vous rappelle que le courant du futur élit aujourd'hui son bureau politique. Dans le reste de l'actualité, en Syrie, 22 rebelles pro-turcs auraient été blessés lors d'une attaque chimique menée par le groupe État islamique dans le nord du pays. Annonce de l'armée turque, les rebelles blessés ont été acheminés en Turquie par des équipes de l'agence du gouvernement turc en charge des situations d'urgence. Les rebelles syriens soutenus par des militaires turcs tentent toujours de déloger les djihadistes de cette zone frontalière avec la Turquie. Et au Liban, l'interrogatoire de l'émir du groupe État islamique à Ersal, Ahmad Youssef Amoun, n'a pas encore commencé en raison de son état de santé. C'est ce qu'indique une source sécuritaire libanaise ce dimanche. Amoun a été arrêté avec 10 de ses hommes vendredi au cours d'une opération coup de poing dans les zones reculées d'Ersal, frontalières avec la Syrie. On ignore pour l'instant si l'émir aurait donné des indications aux enquêteurs sur l'endroit où se trouveraient les 9 soldats de l'armée libanaise aux mains des islamistes depuis août 2014. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Antananarive vont clôturer ce dimanche le 16e sommet de la francophonie et ce en appelant notamment à une plus grande mutualisation de leurs actions dans la lutte contre le terrorisme. À l'issue du sommet, l'OIF a annoncé l'adhésion de l'Argentine, la Corée du Sud et la province canadienne de l'Ontario comme observateurs et de la Nouvelle-Calédonie comme membres associés. Je vous rappelle que l'organisation regroupe désormais 84 membres. Le prochain sommet de la francophonie sera organisé en Arménie en 2018 et en Tunisie, c'est en 2020. 24 heures que les drapeaux sont en berne à Cuba et ils vont le rester encore pour ces 9 jours de deuil officiel. Le père de la révolution, Fidel Castro, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 90 ans. Dès ce lundi matin, un mémorial doit être ouvert au public à la Havane. Et mardi, une grande messe sera célébrée pour l'ancien dirigeant, place de la Révolution, là où il avait l'habitude de prononcer ses fameux discours fleuves. Manon Hurtel nous en dit plus. Son ombre de géant planera longtemps encore ici. À La Havane, les rues sont vides, ou presque vides. Et parler de Fidel Castro, c'est toujours compliqué. Cette casquette, ça veut dire que tu n'aimes pas Castro? Non, non, j'aime beaucoup Fidel et la plupart des Cubains aussi. C'est tout le paradoxe cubain. Les drapeaux américains fleurissent, mais le romantisme de la révolution fait toujours son effet. Et Fidel Castro, c'était la révolution. Notre commandant, notre leader, notre révolutionnaire qui nous a guidés. Nous sommes nés avec la révolution, nous avons grandi avec son enseignement. Il nous a appris tout ce qu'on sait. Dans la vieille Havane, pourtant, tout le monde ne pleure pas le vieux leader. Même s'il est difficile ce jour-là d'exprimer autre chose que la tristesse, certains ne le regretteront pas. Je suis heureux, je vais boire du rhum pour fêter ça. Mais je ne peux pas parler de ça. C'est mieux de ne rien dire ici, mais tout va mal.
Le quartier est rempli de policiers. On peut avoir de gros problèmes. Ces Cubains-là, pourtant, devront une fois encore faire semblant. Pendant 9 jours au moins. C'est la durée du deuil national décrété par Raoul, le frère de Fidel. Les réactions dans le monde ont été très nombreuses. Hommage du président américain Barack Obama face au réquisitoire du nouveau président élu Donald Trump. Sandrine Gomez. Des drapeaux pour dire au revoir à Fidel Castro. Moment d'émotion ici à Caracas, dans ce mausolée où repose la dépouille d'Hugo Chavez, l'ami intime et fils spirituel du leader Maximo. Malgré la crise politique et économique du pays, le président Maduro promet de faire vivre ses idées. Fidel, pars serein, pars en paix. Mission accomplie car nous sommes là, brandissant ton drapeau avec celui de Chavez pour continuer la grande mission de la dignité et de l'indépendance de nos peuples. Des hommages officiels à travers le monde entier. Depuis le sommet de la francophonie, certains chefs d'État africains se souviennent de l'homme qui avait tissé des liens étroits avec le continent. Ce qu'il symbolisait, c'est la lutte pour la libération des peuples, pour la lutte contre l'oppression. Notre rêve, c'était de ressembler, à l'époque quand on était étudiant, à Fidel Castro, à Che Guevara. François Hollande salue quant à lui la mémoire d'un homme qui a incarné la révolution cubaine, dans ses espoirs et ses désillusions. Mais le président français lance surtout un message aux États-Unis. Je veux, à l'occasion de la disparition de Fidel Castro, encore insister pour que l'embargo qui pénalise Cuba puisse être levé, définitivement levé. Pas sûr que son message soit entendu. Aux États-Unis, Barack Obama, artisan du dégel entre les deux anciens ennemis de la guerre froide, devra bientôt céder sa place à la Maison-Blanche. Dans un communiqué, il estime que l'histoire jugera l'énorme impact du leader Maximo sur le monde. Plus cinglant sur Twitter, son successeur Donald Trump écrit. Aujourd'hui, le monde voit la mort d'un dictateur brutal qui a opprimé son peuple pendant près de 60 ans. L'héritage de Fidel Castro, ce sont les pelotons d'exécution, la peur, la souffrance, la pauvreté et le déni des droits humains. Héros pour les uns, dictateur pour les autres, Fidel Castro divise mais reste une figure majeure de l'histoire du XXe siècle. Plus d'1 million de personnes ont bravé le froid et la neige à Séoul pour réclamer de nouveau la démission de la présidente Park Geun-hye, empêtrée dans un retentissant scandale de trafic d'influence. Un vote parlementaire sur une destitution de la présidente pourrait être organisé dès la semaine prochaine. Florence Gaillard. Marée humaine contre la présidente. Samedi, près d'1 million de personnes ont défilé à Séoul et en province, soit les manifestations les plus importantes depuis le début du mouvement, il y a 5 semaines. D'après un sondage récent, 9 Sud-Coréens sur 10 réclament le départ de Park Geun-hye, empêtré dans un scandale de corruption et de liaisons dangereuses. C'est devenu évident que Park Geun-hye est une criminelle. Elle n'est ni qualifiée ni apte à être présidente. Elle doit se retirer immédiatement. Je souhaite que le gouvernement écoute notre opinion et agisse en conséquence. Je souhaite qu'il accorde de l'attention à cette manifestation, qu'il comprenne pourquoi on est là. À 1 kilomètre de là, le palais présidentiel est celle qu'on qualifiait de dame de fer de Séoul. Fille héritière du président Park, qui avait dirigé le miracle économique du pays, elle est aujourd'hui au bord du gouffre. En cause, des détournements de fonds, mais aussi et surtout son ami Choi. Cette femme sans fonction officielle aurait extorqué des millions d'euros à des grands groupes, tels Samsung ou Hyundai, grâce à son influence sur la présidente. Surnommée la Raspoutine coréenne, elle a été placée d'urgence en détention par les procureurs. Le mandat présidentiel, lui, doit s'achever en février 2018, mais un vote de destitution pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. La droite française connaîtra ce soir son candidat à la présidentielle de 2017. Le second tour de la primaire oppose ce dimanche François Fillon, le favori, à Alain Juppé, le challenger. En Syrie, 22 rebelles pro-turcs auraient été blessés lors d'une attaque chimique menée par le groupe État islamique dans le nord du pays. Et clap de fin sur le 16e sommet de la francophonie à Antananarive et cet appel notamment à une plus grande mutualisation de leurs actions dans la lutte contre le terrorisme.
Merci de votre attention. Je vous retrouve à 18h hors de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Et on se quitte sur ces images du marché de Noël de Nuremberg en Allemagne. Bon début de semaine à toutes et à tous.